Bonjour tout le monde. Désolé, on a eu quelques petits problèmes techniques. Bienvenue à notre session de Facebook Live pour Impôt Expert. Mon nom c'est Ida Cheli. Je suis la co-animatrice aujourd'hui avec mon collègue Jerry Victoratos. Bonjour Jerry, ça va bien? Oui, ben ça va maintenant. Ça- ça- Tu, on tu avait m'as des fait pro- peur. Tu m'as fait peur Ah, aujourd'hui. ben je m'ai fait peur aussi là. On avait des problèmes techniques avec notre système là, mais là finalement On a on est en réussi direct là. à aller en direct là. Ouais, Ouais. on a réussi. Ah, au moins, tu travailles toujours très fort pour qu'on va en ligne. Alors, Ouais, c'est notre dernier Facebook Live avant la date d'échéance, qui est le 30 avril, la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas, c'est le temps de poser vos questions. Juste dans les commentaires en bas, écrivez votre question. Donnez-nous quelques minutes. On va demander à Jerry de nous donner quelques explications concernant des questions qu'on a eues souvent au soutien aujourd'hui, cette saison d'impôt. Alors, Jerry, on va commencer immédiatement, comme ça on donne la chance au monde de poser leurs questions. Alors, pour le montant pour aidant naturel au fédéral, ouais. quels sont les crédits canadiens pour les aidants naturels? Quelle est l'admissibilité et aussi comment pouvons-nous demander le crédit? Ouais, donc, pour les dents naturelles, ça dépend du type de personne à charge qu'on a. OK, tout simplement. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne pour les dents naturelles. Donc, en premier lieu, est-ce que la personne à charge a moins de 18 ans ou plus que 18 ans? Est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est votre conjoint, par exemple? OK, donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour déterminer, dans ce cas-là, pour déterminer comment réclamer les dents naturelles. Donc, en premier lieu, on a les dents naturelles qui est au montant supplémentaire à des crédits existants. Donc, par exemple, montant pour époux conjoint de fait, exemple, montant personne à charge. OK, donc c'est un 2300 $ ou 2500, je pense que c'est même rendu 2500 maintenant, 2500 supplémentaires sous ces crédits-là. Donc, par exemple, pour montant pour époux conjoint de fait ou pour montant pour une personne à charge, habituellement, la façon qu'on calcule ces crédits-là, c'est qu'on prend 15 000 qui est le montant de base, moins le revenu net de soit le conjoint, soit la personne à charge. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'aidant naturel va faire dans ce cas-là? C'est qu'on va rajouter 2500 aux 15 000 de base, OK? Qui veut dire que là, maintenant, on va prendre 17 500 moins, le revenu net du conjoint ou de la personne à charge. OK? Donc, ça, c'est le premier niveau pour les dents naturelles. Puis, sachez que pour réclamer les dents naturelles, il faut qu'on a ce que le gouvernement considère comme une déficience, OK? Pour la personne à charge. OK? Qui veut dire qui veut dire que dans ce cas-là, c'est pas une invalidité qu'on a besoin, c'est juste une déficience avec une note d'un médecin, ok, qui explique dans ce cas-là qu'on a une déficience et là on peut réclamer les dents naturelles. Bon, ça c'est les deux premiers, ça c'est le premier niveau. L'autre niveau maintenant, c'est pour d'autres types de personnes à charge. Par exemple, une personne à charge de 18 ans et plus qui n'est pas dans ce cas-là votre conjoint ou un autre type de personne à charge, par exemple un parent de 65 ans et plus qui a une déficience. Donc, dans ces cas-là, on a une ligne dédiée dans ce cas-là pour aidant naturel avec son propre montant de base qui est aux alentours, je pense, de 25-26 000, grosso modo, moins le revenu net de ces personnes-là. Et là, on réclame le crédit pour aidant naturel dans ce cas. OK? Donc, c'est la façon que ça fonctionne. OK? Donc, maintenant, en ce qui concerne la façon de réclamer dans le logiciel, la façon de réclamer dans le logiciel, c'est qu'il faut préciser la déficience de la personne à charge, que ce soit le conjoint ou que ce soit un autre type de personne à charge, par exemple un enfant ou un parent, par exemple un oncle, etc., etc. Donc, la façon de faire, je vais vous le montrer. Donnez-moi 2 secondes maintenant. Euh, ici, je vais prendre ici, OK, je vais le partager. Donc, Ida, je vais te cacher pour 2 secondes. On va le ramener ici. Donc, voici le produit. Voici Impôt Expert dans ce cas. Donc, du moment que vous avez soit un conjoint ou une personne à charge, prenons l'exemple le plus concret qui serait la personne à charge. OK, vous allez dans la section qui s'appelle Frais médicaux et handicap. Et quand vous cliquez dessus, sur cette section-là du navigateur de gauche, bien, vous voyez ici que dans la page de droite, vous allez avoir une section pour
montant pour déficience et pour handicap de la personne à charge. OK, donc sachez que pour le montant pour le Crédit canadien pour les dents naturelles, OK, ça prend une déficience, pas nécessairement un handicap. Si vous avez un handicap, bien évidemment, vous rejoignez les critères, mais vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au point d'un handicap qui veut dire un handicap reconnu par un médecin et qui est reconnu par les 2 paliers du gouvernement. OK, donc ici, je clique dessus sur le signe de plus pour le déficience. Et là, maintenant, je rentre une description pour la déficience. Et c'est le seul critère qu'on a besoin. Après ça, si la personne en charge n'a pas d'handicap, ben on peut indiquer tout simplement pas handicapé, pas handicapé pour le fédéral et le même principe pour le Québec. Là, moi, j'ai pas le Québec parce que mon dossier n'est pas dans le Québec, mais sachez que vous allez avoir la même question pour le Québec aussi. Mais si on rentre une déficience dans ce cas-là, là, c'est le critère de base qu'on a besoin pour déclencher maintenant le calcul pour les dents naturelles, autant au fédéral et au Québec dans ce cas-là aussi. OK, sachez qu'au Québec, habituellement, c'est un peu plus strict, dépendamment du type de personne à charge. Habituellement, on a besoin d'un handicap habituellement. OK? Et dans ce cas-là, on confirme que la déficience par personne à charge donne droit au montant canadien pour les dents naturelles. OK? Donc, je clique oui dans ce cas-là. Et là, le logiciel implicitement et automatiquement va réclamer les dents naturelles du côté du fédéral. Bon, du côté du Québec, c'est le même principe. On doit quand même indiquer une déficience, mais au Québec, habituellement, à moins que ça soit un parent de 70 ans et plus, OK, ça prend une déficience, autant pour le conjoint, autant pour l'autre personne à charge. Ça prend un handicap habituellement. Donc, pour le Québec, dans ce cas-là, attendez juste changer mon client ici, ma personne ici pour le Québec. OK, bon, je dis suivant. Et quand je reviens maintenant dans l'handicap, vous voyez ici que pour le Québec, je dois dans ce cas-là demander l'handicap. Ça prend absolument l'handicap. Sinon, si on ne veut pas réclamer l'handicap, on dit ne pas demander pour personnes handicapées, mais on ne peut pas dire pas handicapé. OK? On ne peut pas dire ce principe-là, cette option-là pour le Québec. Bon, sachez que pour le Québec, sur notre page YouTube, on a un beau vidéo qui vous explique étape par étape comment réclamer les dents naturelles du côté du Québec ou l'annexe H. Ça va prendre un peu de temps pour vous le montrer ici et je veux me rendre à vos questions. Donc, sachez que sur notre page YouTube directement, vous avez accès à une vidéo qui vous montre étape par étape comment réclamer les dents naturelles au Québec. Donc, je vais cacher ici, on ramène Ida. Parfait. Ben là, tu peux nous mettre à côté. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me suis caché complètement. Hein? Oui, hein? Ouais, voilà. Alors, on va passer à la prochaine question. Comment saisir le DPA pour un immeuble locatif? Est-ce que c'est considéré une entreprise ou une location? Pour revenu locatif, dans ce cas-là, c'est locatif, là, c'est pas une entreprise. Mais le principe est le même que revenu de location, que revenu d'entreprise, excusez-moi. Donc, je reviens dans Impôt Expert. On va ramener Impôt Expert. Et là, je te cache pour quelques minutes. Donc, ici, dans le montage d'entrevue, je vais rajouter dans ce cas-là un revenu de bien locatif. Je coche la case. Je dis suivant dans ce cas. Et en indiquant suivant, dans le montage d'entrevue, ben là, vous avez maintenant, vous auriez maintenant le revenu de location. Je rajoute le revenu de location et là, vous voyez que ici, dans le navigateur de gauche, vous avez une section qui s'appelle DPA. Donc, ça, c'est déduction pour amortissement. L'acronyme, là, c'est déduction pour amortissement. Donc, c'est là-dedans que vous allez indiquer, dans ce cas, les amortissements. Pour l'immeuble comme tel, c'est la catégorie 1. Si vous voulez amortir l'immeuble, si vous voulez amortir du mobilier, par exemple, ça se peut que dans votre immeuble locatif, vous avez par exemple un frigo que vous offrez pour les locataires. Vous avez un frigo, vous avez une poêle, vous avez des meubles aussi, un divan, etc. Donc, tout cela, vous pouvez réclamer l'amortissement sur ces biens-là directement. OK? Donc, et vous cliquez ici sur la catégorie 1 et là, vous avez la FNAC du début, qui est le solde d'ouverture au début de l'année. Si vous avez une addition durant l'année, donc par exemple, c'est un nouveau revenu locatif que vous déclarez, dans ce cas, vous allez dans description et montant des additions
des biens. OK? Là, vous cessez les renseignements là-dedans et le logiciel va réclamer l'amortissement. Ça se peut que vous ne voulez pas réclamer l'amortissement dans ce cas-là. Sachez que le logiciel implicitement va prendre le montant maximum de dépenses pour amortissement. Donc, une dépense pour amortissement, il va le prendre automatiquement. Si vous ne voulez pas le prendre, puis ça se peut, ça soit le cas dans votre cas parce que on sait évidemment que les immeubles habituellement vont augmenter en valeur avec les années. Donc, si vous vendez après ça à profit l'immeuble, mais là, vous allez déclencher dans ce cas-là, vous allez déclencher une récupération. OK? Donc, ça se peut dans ce cas-là que vous ne voulez pas prendre l'amortissement, mais vous allez dans limite à la DPA et vous cessez zéro tout simplement. Sinon, si vous avez un FNAC ou si vous avez une addition et vous ne mettez rien d'autre, le logiciel va réclamer l'amortissement automatiquement pour l'immeuble. Bon, on ramène Ida. Et la revoilà. Et voilà. Alors, la dernière question qui vient de notre soutien, c'est le transfert des frais de scolarité. OK. Transfert de frais de scolarité, parfait. Donc, on revient dans le logiciel. Ici, bon, je reviens ici. Donc, encore une fois, dans la personne à charge, OK, prenons ici, habituellement, vous auriez la section scolarité, études, prêts étudiants. OK, on clique dessus dans le navigateur de gauche. À droite, vous avez le signe de plus pour le T2202. On clique dessus et là, maintenant, on indique ici les frais de scolarité de la personne à charge. Et sachez que implicitement, du moment que vous saisissez les frais de scolarité pour la personne à charge et la personne est liée à votre dossier, implicitement, si on a un montant excédentaire de frais de scolarité qui n'est pas utilisé par votre personne à charge, Impôt Expert va transférer le montant excédentaire à votre dossier automatiquement. OK, c'est automatique dans ce cas. Bon, si on veut contrôler ce transfert-là, par exemple, on veut le garder dans le dossier de l'enfant parce que l'enfant va commencer va embarquer dans sa carrière l'année suivante. Ben, dans ce cas, dans la même page ici, OK, vous avez les options de transfert des montants inutilisés à l'année courante. Et là, vous indiquez le choix que vous voulez faire au fédéral. Comme je vous dis, Optimax, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va transférer automatiquement le montant excédentaire. Si on ne veut pas le faire, ben dans ce cas-là, on dit au logiciel de reporter pour utiliser l'année prochaine. Ou si, par exemple, on veut le transférer à un autre parent, par exemple votre conjoint, ben on dit dans ce cas-là transférer au conjoint du chef de famille. Et on a les mêmes options pour le Québec. Il faut faire le même choix pour le Québec. OK? Donc, c'est soit Optimax décidé qui veut dire transfert automatique à un parent, sinon on dit au logiciel de l'utiliser, de le transférer à l'année suivante. Sinon, on choisit le parent qu'on veut le transférer. Et voilà. Bon, on ramène Ida. Et la revoilà. Oups, je suis petit encore une fois. Bon, okay. Voilà. On va prendre les questions. Il y en a plusieurs. Alors, on va commencer avec Nassima. Je veux confirmer si les dépenses d'emploi 2023 sont déductibles cette année. Si tu veux répondre à la première question, puis je vais passer à la deuxième. Oui, absolument. C'est toujours déductible. Le seul changement, si par exemple vous parlez de frais de bureau à domicile, c'est que le fait on n'a plus maintenant, pour 2023, on n'a plus la méthode à taux fixe, qui veut dire la méthode que le gouvernement avait conçue pour ceux qui étaient obligés de travailler de chez eux à cause de la COVID. Dans ce cas, on pouvait déduire 2 $ par journée de travail comme déduction. Malheureusement, c'est plus là maintenant. C'est seulement la méthode détaillée que vous pouvez utiliser maintenant qui veut dire que vous réclamez les frais réels de votre bureau à domicile. Par exemple, vos frais Internet, vos frais d'électricité et aussi votre loyer. Dans ce cas, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et sa deuxième question, c'est lors de la saisie des frais médicaux, dois-je les mettre dans les deux cases, fédérale, provinciale, ou une case suffit?
Habituellement, une case suffit à moins qu'on ait des règles particulières entre les deux gouvernements. Habituellement, c'est très rare. Le seul que je peux y penser, c'est les montures. Par exemple, au Québec, les montures de lunettes sont limitées à 200 alors qu'au Québec, alors qu'au fédéral, ils ne le sont pas. C'est la seule exception dans ce cas-là. Mais on a déjà un choix dans un menu déroulant dont on indique des frais médicaux spécifiques, dont on peut l'indiquer et le GEP va appliquer cette règle-là automatiquement. Donc, à moins qu'on ait une différence entre les règles entre les deux gouvernements qui est très, très rare, non, c'est une saisie qui suffit. OK. Diane Charbonneau, une partie de ma résidence principale est louée à 40 depuis mon achat en 95 et la location s'est terminée en 2020 et je vendrai en 2024. Ma question est, dois-je déclarer un gain en capital durant la période entre 95 et 2020 ou bien elle est considérée comme résidence principale à 100 au moment de la vente, donc pas le gain en capital? Oui, Diane, le problème, c'est que vous n'avez pas déclaré de changement d'usage en 2020. Donc, malheureusement, à cause de cela, c'est encore considéré comme un immeuble. Cette portion-là est encore considérée comme un immeuble locatif à un revenu de location de 0 $. Parce que malheureusement, qu'est-ce qu'il fallait faire en 2020? C'est de déclarer le changement d'usage. De dire au gouvernement que vous vendez cette partie-là, entre guillemets, là, on s'entend, évidemment, et vous indiquer que maintenant, c'est plus cette partie-là n'est plus louée maintenant, c'est fait partie maintenant de votre résidence principale. Mais malheureusement, d'après ce que je vois, vous n'avez pas fait ce changement d'usage-là, cette déclaration-là. Donc, habituellement, on le fait avec une disposition réputée dans ce cas. Donc, à cause de cela, malheureusement, il n'y a pas. Mais attendez là. Peut-être que vous pouvez quand même faire l'élection de 45.3. Donc, attends, là, c'était locatif qui était devenu, et c'était devenu résidence principale. Donc, non, tu pourrais quand même, tu pourrais te prévaloir de 45.3, du paragraphe de 45.3. Donc, il veut dire que, qu'est-ce que vous allez faire, Diane? C'est que oui, effectivement, vous pouvez maintenant désigner cette portion-là comme résidence principale pour les 3 années, là. Mais ça prend une lettre de 45.3 que il me semble que Impôt Expert génère, là, il me semble. Donc, dans la disposition, dans le gain en capital, là, vous allez déclarer qu'il y a eu un changement d'usage que vous n'avez pas déclaré, là, tout simplement, et vous faites l'élection qu'on appelle l'élection de 45.3, et l'équivalent du Québec. Et ça, il faut le faire à la date butoir au 30 avril, puis c'est par lettre. Donc, il faut générer cette lettre-là et l'envoyer par la poste. Donc, vous avez encore le temps de le faire. OK, on passe à la prochaine question. Yenzi, de quelle façon peut-on remplir les informations du NR4 dans Impôt Expert? OK, pour le NR4, Yenzi, ça dépend. C'est quoi le type de revenu du NR4? Parce que c'est pas tous les NR4 que vous allez déclarer dans une déclaration de revenus. Parce que n'oubliez pas que le NR4, en théorie, là, le contribuable a déjà payé son impôt avec le gouvernement du Canada. OK, il n'est pas obligé de produire une déclaration, à moins que vous faites une élection selon l'article 216 ou selon l'article 217. Et là, l'élection, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous choisissez dans ce cas-là de payer l'impôt la partie 1, qui veut dire l'impôt des résidents du Canada, au lieu de payer l'impôt de non-résidents, qui est le retenu à la source de 25 qui est indiqué sur le NR4. Donc, ça, c'est la première question. Si tu pourrais juste m'éclaircir, c'est quoi le type de revenu que vous avez sur le NR4? Je pourrais vous donner une meilleure réponse dans ce cas-là pour le NR4. Mais habituellement, comme réponse générale, le NR4, vous utilisez le feuillet équivalent d'un résident canadien, qui veut dire, par exemple, si c'est un revenu de REER, vous allez utiliser un T4 RSP. Si c'est un revenu de fer, vous utilisez un T4 RIF. Si c'est un revenu de pension de sécurité de vieillesse, c'est un T4A OAS que vous utilisez. Mais c'est pas tous les revenus que vous déclarez, OK, pour le non-résident. Donc, si vous pouvez juste m'éclaircir, c'est quoi le type de revenu? OK, on passe à Marcel. Une femme vit seule en appartement. Elle a une fille d'âge majeur qui poursuit des études postsecondaires et qui a vécu toute l'année avec une
colocataire dans une autre ville. Peut-elle transférer à sa mère un montant indiqué sur l'annexe? L'annexe L'annexe S. S. La Si réponse, oui, ouais. oui. Oui, la réponse est oui. Comment empêcher le logiciel d'accorder un montant additionnel pour personnes vivant seules, famille monoparentale à la case 21 de l'annexe B? La raison, elle ne répond pas à cette condition. À un moment de l'année 2023, vous avez vécu avec un enfant majeur qui peut transférer un montant pour enfants majeurs aux études postsecondaires. OK, il me semble que dans le dossier de la personne à charge, vous avez une question pour la famille monoparentale. J'essaie de me souvenir, attendez, je vais juste l'essayer maintenant. Dans un dossier que j'ai ici. OK, donc dans les questions de Revenu Québec, vous devez avoir une question pour le monoparental. Attendez, c'est-tu l'identification? Ou c'est-tu dans les contrôles? Donnez-moi 2 secondes. Je me souviens qu'il y avait une question là-dedans pour le monoparental du Québec, de ce que vous vous indiquez là. Donnez-moi 2 secondes. Je vais juste aller le récupérer. Première année. Si oui, non. OK, non, c'est pas ça. Ça doit être en contrôle. Pour les travailleurs. OK, je vous reviens là-dessus, là, parce que je me souviens, il y en a une place pour l'indiquer, à moins que c'est dans le dossier du parent. Attends. Question de Québec. Personne vivant seule, oui. Donnez-moi 2 secondes. Ouais, non, on a la question. C'est résidente. Ça m'énerve parce que je me souviens plus c'est où exactement. Attends, fille. OK, je vous reviens là-dessus. Je vais vous revenir là-dessus parce que il est à quelque part. Là. Je me souviens de ça. Là. C'est déclarez-vous. C'est dans un emplacement en particulier, là, la famille monoparentale. Au pire, on va vous répondre directement dans le chat. OK, mais il y en a une façon de le faire. Il y en a une façon, c'est une question qu'on répond. OK, on passe à Pierre. Est-ce qu'on peut télécharger les feuillets fiscaux pour des années antérieures? Exemple, j'ai le logiciel 2022 et je désire télécharger pour effectuer mes déclarations 2022. Il me semble que oui. Je pense pas que c'est limité. Il me semble qu'on peut télécharger les feuillets des années précédentes. Il me semble. Si vous avez Si vous avez le des doutes, compte. oui, si Ouais. vous avez des doutes, envoyez un courriel à notre soutien. Eux Mhm. autres sont peut-être un petit peu plus au courant. OK, on passe à Mélanie. Mhm. Si on plante des petits arbres sur nos terres, reboisement, à quel endroit je dois inscrire l'argent reçu pour le faire? Ça dépend si vous avez une entreprise ou non. Donc j'assume que vous avez eu une subvention du gouvernement. Il y a des fortes chances. Donc, si c'est dans l'entreprise, si vous avez une entreprise, dans ce cas-là, ben, vous le rajoutez dans le revenu d'entreprise. Sinon, vous le mettez dans autres revenus, tout simplement. Vous allez dans la section du logiciel qui s'appelle autres revenus et vous le saisissez là-dedans directement. Il y a une section dans le navigateur de gauche qui s'appelle autres revenus. Et là, vous prenez le choix qui dit autres revenus imposables, tout simplement. Vous le saisissez là-dedans directement. Sinon, mais si c'est une entreprise, vous le rentrez dans une entreprise. Vous le rajoutez parmi vos revenus d'entreprise. OK, la prochaine question de Luc. Mhm. Pour un retraité, je reçois un relevé 1 avec un montant à la case A et j'ai le même montant de la case pour assurance médicale. Ouais. Impôt Expert considère ce montant comme revenu d'emploi et demande le crédit d'impôt pour travailleurs. Revenu Québec a renversé cette décision.
Non, Euh, OK, ça, tout simplement, Luc, c'est que le montant de la case A doit être identique avec la case G. Avec la case J et la case L du Québec. Donc, la somme de la case L et de la case J doit être égale à la case A. Si c'est le cas, l'impôt expert le comprend comme un avantage imposable et ne donne pas la déduction. Mais du moment que vous avez une différence entre la somme de la case L ou 40 du fédéral et la case J du Québec avec la case A, là, l'échelle assume dans ce cas-là que c'est un revenu d'emploi et là, va vous donner la déduction. Donc, vérifiez vos saisies pour voir si vous avez une différence. Si c'est pas le cas, il faut contacter notre département de soutien. OK? Mais comme je vous dis, là, la logique du l'échelle, c'est que la somme de la case L et la case J doit être égale à la cent à la case A. Et du moment que c'est le cas, le logiciel va enlever carrément cette déduction-là. Le logiciel va comprendre que c'est un avantage imposable. mais je pense qu'on peut aller dans le contrôle aussi pour l'enlever si on veut manuellement l'enlever cette Non, c'est déduction. pas automatique. Non, on peut pas Non. enlever la déduction. C'est vraiment, il faut que ça matche. Si ça matche pas, OK. si c'est un cent de différence, le logiciel va assumer que c'est un revenu d'emploi. Si c'est égal exactement, là, ça va vous donner, là, le logiciel va comprendre dans ce cas-là. OK. On passe à Claudie. Mhm. Gain en capital et PTPE. Ouais. Euh, Comme je n'ai plus accès à mon rapport d'impôt de 2000, est-ce que je laisse les pourcentages à 50% pour les taux d'inclusion? Oui, pour 2000, ouais, ça dépend quand est-ce que, parce que je pense 2000, il y avait trois taux d'inclusion, là, puis Oui. re-bienvenue au changement de taux d'inclusion, by the way, OK, avec l'annonce du fédéral dernièrement. Il y a des fortes chances, c'était 50%. Il y a des fortes chances. Donc, la seule autre place que vous pouvez le voir, là, c'est en allant directement dans le site du gouvernement, dans le portail Mon compte de l'ARC. Habituellement, vous pouvez retrouver votre historique là-dedans. Donc, allez-y là-dedans pour le visionner, mais habituellement, c'est 50%. Il y a des fortes chances que ça va être 50%. OK, on passe à Annie. Mhm. L'Alzheimer est-il considéré comme une déficience ou un handicap pour un conjoint d'aidant naturel? Ici, Mhm. c'est le conjoint, comment je peux l'identifier comme une personne à charge? Oui, donc l'Alzheimer, probablement, c'est un handicap. OK, c'est considéré un handicap, c'est plus qu'une déficience, c'est un handicap qui veut dire vous pouvez le faire certifier par un médecin avec les formulaires de certification qui est le T 2201 au fédéral. Je me souviens plus de l'équivalent du Québec, mais il faut que le médecin certifie que la personne a bel et bien l'Alzheimer's. Du moment que c'est certifié, il faut envoyer aux deux paliers du gouvernement cette certification-là. Les deux paliers du gouvernement doivent confirmer le diagnostic du médecin et du moment que c'est confirmé, là, le contribuable est admissible à plusieurs types de crédits, par exemple, aidant naturel et aussi le crédit le crédit d'impôt pour personnes handicapées, autant au fédéral qu'au Québec. OK, donc là, c'est ça que ça prend dans ce cas. Pour identifier le conjoint comme personne à charge, la seule affaire qu'il faut faire, regardez le début de cette vidéo-là, quand ça va être posté là, directement sur Facebook, on va le reposter aussi dans YouTube. C'est tout simplement dans la section médicale du conjoint, vous allez avoir une section qui s'appelle déficience et montant de personnes handicapées. Cliquez dessus et indiquez l'handicap directement dans cette section-là et le logiciel va automatiquement réclamer soit les dents naturelles qui serait le montant supplémentaire pour le montant pour époux conjoint de fait et aussi le crédit pour personnes handicapées dont la personne a le droit. OK, on passe à Camille. Concernant Mhm. le crédit pour achat d'outils pour personnes de métier, Ouais. si la personne a acheté pour moins de 1000 dollars, peut-elle le déduire? Oui, 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 absolument. Et je me souviens pas c'est quoi le seuil. Ah ouais, c'est une bonne question. Je me souviens pas. Attends, juste aller voir s'il y en a un seuil là directement. On va aller sur le formulaire directement. Je suis juste en train de le visionner. Donnez-moi 2 secondes. Bon, si on y va maintenant aux outils, c'est quoi la limite des outils? Bon, c'est pas ça. Hop.
Ouais, OK, donnez-moi 2 secondes. Ils ont même doublé, hein, la limite, là, cette année, là. Ils l'ont doublé en plus. Donnez-moi 2 secondes. OK, donc. Ouais, donc ça prend un certain montant. Euh, Non, tu peux le réclamer. Oui, oui, non, c'est correct. Même à moins de 1 000 $, on peut le réclamer. Oui, effectivement, on peut le faire. Donc, prochaine question. Clovis, Parfait. bonjour. Pour une première déclaration, je dois envoyer les feuillets par voie postale. Mhm, Dois-je envoyer l'intégrité des 30 pages générées par Impôt Expert à l'ARC? mhm. Pour le Québec, c'est assez clair, c'est les 6 premières pages, mais pour l'ARC, je ne vois pas de spécification. Ben regarde, dans le logiciel, on vous génère une page qui s'appelle Directive d'assemblage dans Impôt Expert qui va vous expliquer exactement quelle page que vous devez produire. D'après mes connaissances, ça prend juste le condensé et les annexes et les feuillets. Donc, ça prend pas les 8 pages habituellement. Vous pouvez envoyer seulement la condensée avec les annexes appropriées et les feuillets, évidemment. Vous brochez le tout, là, puis vous les envoyez. Encore une fois, vous pouvez confirmer cela dans la page qui s'appelle Directive d'assemblage qui est générée dans tous les dossiers qui sont traités dans Impôt Expert. OK. Abdelila, Mhm. il y a une corporation avec zéro revenu, zéro dépense. Alors, il a créé une entreprise incorporée et Ouais. il n'a pas de revenus ni de dépenses. Comment faire sa déclaration pour l'année passée? Ben, une incorporation, ça prend Impôt Expert T2. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est que vous allez le générer avec Impôt Expert T2 qui est en ligne, là, et vous n'indiquez pas de revenus, tout simplement. Mais je pense, dans l'activité, il faudrait indiquer dans le logiciel que c'est inactif. OK, qu'il n'y a pas d'activité dans cette société-là, mais qu'elle est encore ouverte. OK, donc c'est ça qu'il faut faire, là. Donc, dans le logiciel, vous allez sélectionner l'option pour le bilan, vous allez sélectionner l'option pour les états de résultats, mais vous ne mettez aucun montant là-dessus. Vous le sélectionnez, mais vous ne mettez rien. Et dans le revenu net, vous allez confirmer, vous allez rentrer zéro comme revenu net et revenu brut. Vous allez saisir zéro dans ces deux-là. Et dans la première partie, quand le logiciel va vous demander pour l'activité, il faut indiquer que c'est inactif. OK? Parce que le fédéral le demande. Et dans ce cas-là, vous calculez la déclaration de revenus et vous devrez être capable de l'envoyer. OK. Richard, on ne peut pas répondre à ta question en direct maintenant. Pouvez-vous aller sur notre page Facebook d'Impôt Expert, aller dans Messenger, envoyez-moi votre adresse courriel parce que ça sera le soutien qui peut vous aider avec votre question, le compteur. Liliane, si j'ai essayé de retransmettre un fichier au Canada pour corriger une erreur d'inversion à l'identification entre prénom et nom et que j'ai été refusé, est-ce que cela annule automatiquement la transmission déjà acceptée? OK. Si j'ai eu retransmission un fichier au Canada pour corriger une erreur d'inversion à l'identification entre le prénom et le nom, et que ça a été refusé. Est-ce que cela a annulé automatiquement la transmission? Non, ça n'a pas annulé, non. Ils l'ont encore, mais ils n'ont pas reçu, dans ce cas-là, votre retransmission. OK? Donc, pour l'identification, je vous dirais, il faudrait contacter l'ARC et Revenu Québec directement. On peut pas faire ce changement-là directement dans le logiciel. Il faut vraiment les contacter directement. Il faut les appeler, faire le changement avec eux. Et du moment que c'est fait, là, vous pouvez faire la retransmission. Mais la première qui a été acceptée, ben, je trouve ça bizarre que la première a été acceptée, puis tout à coup, ils refusent à cause de l'identification. À moins que vous voulez corriger l'identification avec la retransmission. Peut-être que c'est ça que vous essayez de Je pense que faire. c'est ça qu'elle essaie de faire, OK, mais ça va jamais fonctionner. non, non, si elle a fait une première transmission, puis elle veut faire une deuxième tout de suite, ça ne marchera pas. Mm-mm. Quand vous avez fait votre première transmission, vous devez attendre que le gouvernement ait revisé la déclaration en premier afin de faire une retransmission. Alors, si le gouvernement n'émet pas l'avis de cotisation, vous ne serez pas capable de retransmettre une déclaration. Oui, effectivement. Alors, on passe à Toufik. Pour le T3 et relevé 16, où je dois mettre les frais de courtier que je vous
sur mon relevé de placement. Que je OK. vois sur mon relevé de placement. OK, parfait. Donc, ça, c'est des dépenses. OK, ouais, ça, c'est des dépenses d'investissement. Donc, je vais vous montrer dans le logiciel rapidement. Ida, je te cache 2 secondes. On revient ici. Donc, ici, vous allez dans les revenus de placement et d'intérêt. Donc, le même emplacement que vous avez saisi votre T3, bien, vous avez juste en dessous, dans cette page de saisie, frais financiers ou frais d'intérêt. Donc, vous, c'est des frais financiers tout simplement. Donc, c'est pas dans le feuillet T3 que vous le saisissez. Vous revenez dans la section générale de revenus de placement et d'intérêt. Et là, vous allez dans frais financiers et frais d'intérêt. On clique sur le signe de plus et là, vous avez maintenant les frais financiers encourus. Et voilà, vous avez frais de gestion, honoraires de conseiller ou à des conseillers ou autres frais financiers et vous saisissez votre montant tout simplement là-dedans. C'est aussi simple que ça. Bon, on ramène Ida et la revoilà. Maintenant, on passe à Mélanie. Mm-hmm. Doit-on déclarer l'argent reçu d'une fabrique pour creuser des fosses dans un cimetière où il existe une exonération religieuse? Doit-on déclarer l'argent reçu d'une fabrique pour creuser des fosses dans un cimetière? Non, non. Ben, j'assume que vous avez une entreprise. Vous avez creusé des fosses pour la fabrique. Donc, ça doit être une entreprise, d'après moi. C'est un paiement, c'est un paiement de service. C'est carrément ça, là. Donc, d'après moi, non, il n'y a pas d'exonération dans ce cas-là. Ça serait un revenu d'entreprise. Donc, d'après moi, non, il n'y aurait pas d'exonération. Ça n'existe pas. La seule exonération religieuse qu'on pourrait prendre, c'est quand on fait un vœu de pauvreté. Donc, par exemple, on est une sœur ou on est un frère ou on est un prêtre et on gagne un salaire ou un revenu quelconque, puis on donne ce salaire-là carrément à l'institution religieuse. Donc, dans ce cas-là, ça, on appelle ça le vœu de pauvreté et là, on déduit carrément le revenu qu'on a reçu. C'est la seule exonération religieuse que je peux y penser là, sur la déclaration de revenus. Mais à part de ça, non. Il n'y a pas de déduction. Il n'y a pas d'exonération. OK, on passe à la prochaine question de Debbie. Mm-hmm. J'ai vendu ma part de 50% de ma résidence principale à mon ex-conjoint en 2023. Mm-hmm. 1. Dois-je compléter l'annexe 3? 2. Dois-je compléter le formulaire T2091ND? Et 3. Quel montant inscrire au champ produit de la disposition de l'écran Produit de disposition à l'écran, gain en capital. Acheter un condo par la suite. OK. Ouais, continue. Notez aussi que j'ai acheté un condo par la suite cette même année. OK. Debbie, ça dépend si est-ce que c'est un transfert ou c'était carrément une vente entre vous après la séparation? Ou est-ce que c'est par exemple une résolution ou est-ce que le transfert de propriété a été fait pour résolution du contrat de mariage? Si c'est une résolution de contrat de mariage, il n'y a pas de disposition à déclarer parce que ça se fait au PBR tout simplement. Et là, c'est tout simplement un transfert entre deux ex-conjoints pour dans ce cas-là, pas résoudre, c'est quoi le terme que je cherche là? C'est pour l'accord du mariage. Mais si la vente se fait après votre séparation, là, c'est différent. Là, effectivement, ça serait l'annexe 3, effectivement. Oui, vous complétez la résidence principale parce que vous avez le droit. Ça a été votre résidence principale durant le temps que vous étiez mariés. Et quel montant inscrire vos produits de disposition dans l'écran gain captable? Et là, ça dépend. Ça dépend de c'est quoi l'accord entre vous et votre ex-conjoint. C'est pour cela que je pose la question à vous maintenant. Est-ce que c'est la résolution du mariage que ce transfert-là a été fait ou est-ce que la vente a été faite après la séparation? Donc, ça va dépendre de la réponse à cette question-là. OK. On passe à Jawad. Mon bébé est né au mois de août 2023. Félicitations. Et est-ce qu'il doit être déclaré comme personne à charge? Si oui, comment on le déclare ou y a-t-il des éléments que je dois prendre en considération lors de la déclaration?
Ouais, oui, ben, premièrement, oui, vous allez le rajouter comme personne à charge dans le fichier comme tel. OK? Donc, vous allez le rajouter comme personne à charge. En termes du crédit de personne à charge, j'assume que vous êtes marié. Donc, la réponse est non. On peut pas réclamer le montant personne à charge parce que c'est vraiment seulement les familles monoparentales qui peuvent réclamer le montant personne à charge. Mais qu'est-ce que le logiciel va faire en rajoutant l'enfant? C'est que le logiciel va vous donner, va vous calculer l'estimé dans ce cas-là, l'estimé du montant canadien, pas pour le montant, c'est le crédit canadien pour les enfants et aussi le montant, l'allocation familiale du Québec. Ok, ça c'est la mensualité que les deux gouvernements vont vous verser pour l'enfant qui a moins de 18 ans dans ce cas. Éventuellement, vous allez avoir des frais de garde pour cet enfant-là et vous pouvez, et ça se peut que vous avez envoyé votre enfant à une pouponnière. Moi, mon enfant a 15 mois là présentement et à 12 mois, j'ai envoyé mon enfant à une pouponnière. Donc si vous avez des frais de garde, ben, vous rajoutez les frais de garde dans le dossier de votre enfant qui est personne à charge lié à vous. OK? Donc, et évidemment, on réclame les frais de garde comme déduction au fédéral et crédit remboursable au Québec. OK? Dépendamment. OK? Donc, ça dépend. OK, on passe à Richard. Mm-hmm. J'ai des aides auditives et j'ai plus de 70 ans. Je peux réclamer 20 de l'excédent de 250 comme crédit d'impôt à l'annexe B. Mm-hmm. Mais même si j'ai rempli ce qu'il faut dans l'impôt expert, le montant n'apparaît pas à l'annexe B. Et ce n'est pas la première fois. L'excédent de 250 à 20. Oui, mais attends, Richard. En premier lieu, bon, là, tu parles de frais médicaux, là. OK? Donc, ça, les aides auditives, premièrement, c'est un frais médical. Tu as absolument raison. Ça serait même 19 cette année. Ça a été changé, là, à cause d'une réduction des paliers d'imposition au Québec. Là, c'est 19 Mais sachez que les frais médicaux, en premier lieu, vont être réduits par 3 de votre revenu familial. OK? Donc, ça, c'est en premier lieu. Seulement le montant excédentaire à la fin est réclamable à un taux de 19 OK? Donc, là, tu vas prendre, si vous êtes marié ou si vous avez un conjoint, en premier lieu, vous prenez le total de vos frais médicaux, vous allez le réduire par 3 du revenu net combiné de vous et votre conjoint s'il y a lieu. Et s'il reste un montant excédentaire après ce calcul-là, là, c'est ce montant-là que vous réclamez à 19 Donc, il faudrait vérifier donc, il y a des fortes chances que votre 3 que je parle maintenant, qui est la réduction, dépasse vos frais médicaux. Et à cause de cela, le logiciel ne réclame pas ces frais-là. Et ça, vous allez le voir dans vos messages. OK, quand vous allez dans Impôt Expert, vous cliquez dans l'onglet Révision, vous allez dans la section Messages et le logiciel va bien vous expliquer ce concept-là qui va vous dire si vous avez besoin de tant de frais médicaux pour être capable de réclamer quelque chose, OK, dans votre déclaration de revenus. OK, donc c'est pour cela, je mettrai ma main dans le feu, là, c'est à cause de cela. OK, on passe à Nalali. Pour la déclaration de plusieurs années consécutives pour la première fois, est-ce qu'on doit déclarer comme c'est une première fois à chaque année ou juste la première année et plus, excuse, est-ce en format papier aussi pour toutes les années ou juste la première? OK, Nala, c'est la première année seulement que vous allez envoyer papier parce que ça, c'est l'exclusion des deux paliers du gouvernement. À partir de la deuxième année, vous pouvez transmettre ces déclarations-là électroniquement. OK, parce que là, vous êtes dans la deuxième année. Le problème que vous allez avoir, c'est que à cause du fait que le gouvernement n'a pas reçu encore la première année, OK, il y a des fortes chances qu'ils vont le rejeter la deuxième année. OK, parce qu'ils n'ont pas votre fichier là, ils n'ont pas de dossier présentement pour vous. Donc d'après moi, vous allez être obligé de produire tous vos déclarations papier en même temps et les envoyer en même temps. OK, à cause du fait que à cause que le gouvernement n'a pas reçu encore votre première déclaration de revenus, il ne peut pas traiter électroniquement votre deuxième, troisième, quatrième. OK, donc à cause de cela, vous allez envoyer le tout papier. Donc, c'est la façon de faire dans votre cas, malheureusement, à cause qu'ils ne l'ont pas. Mactar, j'ai une déclaration T1135 fédérale qui a été refusée. J'ai comme message que le formulaire a été déjà produit, alors que je n'ai pas de rapport de confirmation.
OK. Je pense que vous êtes un professionnel, Macteur, parce que avec ImpoNet, on ne peut pas envoyer les T1135. Ben, regarde, s'ils l'ont reçu, ils l'ont reçu. Ben, dans votre onglet TED, vous devriez avoir la confirmation là-dedans. Sinon, contactez notre soutien là, parce que votre confirmation devrait être là-dedans. Ça devrait être là-dedans. OK, on passe à Marie. Mhm. Terrain vacant pour VR en Floride qu'on occupe 4 mois dans l'année et qu'on loue quelques mois Quelques par mois année. par année. Pour impôts au Québec et Canada, peut-on déduire les dépenses au prorata des jours loués seulement ou les jours loués et jours disponibles à la location? Ouais, d'après moi, il faudrait faire un poratage sur le nombre de jours loués parce que là, c'est le même principe que les Airbnb là. C'est le même principe que vous avez là-dedans. J'en suis pas mal sûr que vous utilisez Airbnb pour cet immeuble-là, c'est parce que c'est plus facile de le faire. Ouais, il faudrait le faire au poratage au temps de l'usage locatif, parce que le problème, c'est que vous habitez là-dedans aussi là, pendant 4 mois. Donc, on peut pas déduire, on peut pas, donc il faudrait porater au nombre de mois dans ce cas-là. Donc, sur les 8 mois dans ce cas. Boris, Mhm. j'ai fait la déclaration du couple et pour le 30 mètres, j'ai payé. Mais malheureusement, c'est uniquement la déclaration de ma femme qui est partie à Revenu Québec. J'ai donc repris puisque bloqué par les messages et au moment de soumettre la déclaration fédérale de ma femme et celle du fédéral provincial de moi, le système me réclame de payer encore afin de produire. Non, Boris, ça se peut pas. Le seul temps que ça va changer, si vous avez changé quelque chose dans l'identification. N'est-ce pas? Je pense à Impôt Expert en ligne. Ouais, Ida, vas-y. Je oui, pense que c'est tu es mieux ça. pour répondre à cette question-là. Je ne sais pas s'il a annulé. Si vous avez, euh, comment on dit, supprimé puis recommencé, c'est sûr qu'il va vous redemander le paiement parce qu'il y a comme vous avez annulé le paiement que vous avez fait. Deuxièmement, si vous avez un message d'erreur qui vous ne le permet pas de transmettre, regardez dans section 3 révision, regardez dans les messages, il va vous le dire s'il manque une information pour la transmission électronique. C'est important de vérifier parce que si vous faites plus que 4 ou 5 tentatives de transfert électronique et c'est refusé, c'est le gouvernement qui vous bloque la transmission. Puis vous devez appeler le gouvernement pour débloquer. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi l'erreur, communiquez avec l'équipe de soutien pour vous aider à trouver l'erreur et non pas essayer à des reprises supplémentaires. Boris, je vais vous demander sur notre page Facebook, dans le Messenger, s'il vous plaît, envoyez-moi un message avec votre adresse courriel et le tout. Je vais demander le soutien de vérifier, de communiquer avec vous parce qu'il faut voir la déclaration et c'est sûr, si vous avez déjà payé, on ne paye pas une deuxième fois. OK, alors on va retourner Donc, à Yanzi, Yenzi. ouais, parce qu'elle a répondu à Euh, la question. Concernant le NR4, le code de revenu 61, revenu brut, je crois que c'est des montants pour rapport à un revenu de travail. OK. Ben, regarde, j'ai regardé le code 61, là, puis c'est paiement d'intérêt entre personnes sans lien de dépendance. Donc, ça veut dire que c'est pas un revenu que vous déclarez sur une déclaration de revenus parce que ça fait pas partie des revenus qu'on peut prendre une élection. OK, sur ces revenus, habituellement, une élection, on peut le prendre sur le revenu locatif ou le revenu de pension. OK, ou des prestations de pension. Donc, c'est pas un revenu qui est déclarable. Donc, le montant qui est payé, le 25 prélevé à la source, là, c'est l'impôt final qui est payé sur ce revenu-là et c'est tout. On ne le déclare pas. OK, dans ce cas. OK. On passe à Jawad. Je ne bénéficie pas du régime d'assurance médicaments du Québec puisque je suis un résident temporaire. Quel type de régime médicaments devrais-je indiquer dans mon dossier? OK, vous allez quand même sélectionner un régime du Québec toute l'année parce que c'est l'implicite. OK, vous allez quand même l'indiquer, mais non, excuse-moi. Vous allez sélectionner exception, régime d'assurance médicaments du Québec toute l'année. OK, et parmi les exceptions, vous allez avoir un choix qui vous dit attends, vous êtes quoi là? Vous êtes un résident temporaire. Donc, vous allez dire, attendez, euh,
vous allez dire autre situation, tout simplement. Vous pouvez choisir celui-là. Sinon, vous pouvez choisir. Y a-t-il un autre choix? Non, c'est pas ça. Ouais, prenez autre situation. Ah, voilà. OK, attendez. Rotsa devenu déménager d'une autre. Non, c'est ça. Autre situation, tout simplement. Vous allez prendre. Et là, ça va vous exempter, dans ce cas, de payer l'assurance médicaments. Abdelila, comment faire une déclaration pour une incorporation zéro revenu, zéro dépense? Pouvez-vous faire une petite simulation? Non, ça va prendre trop de temps. Ça va prendre trop de temps, puis je dois me loguer dans un compte Impôt Expert en ligne, puis tout ça, là, malheureusement, non. Mais si vous avez besoin d'aide, contactez-nous, là. Contactez le soutien, là, puis ils peuvent vous aider là-dessus. Mais là, ça va prendre trop de temps, là, dans ce format-là. OK. Debbie, quelle est la solution la plus rapide pour remplir une déclaration qui comprend un mélange entre travail autonome et salarié? Ben, on met les deux. C'est tout simplement, vous allez rajouter le T4, tout simplement. Et vous allez rajouter un revenu d'entreprise, c'est tout. À moins que vous parlez de dépenses d'emploi, dans ce cas, ben là vous faites un proratage, c'est entre les deux entre les deux types. Là vous allez faire le proratage sur le temps que vous mettez comme salarié ou travailleur autonome pour les dépenses. Ok, tout simplement. Donc si par exemple en termes d'heures de travail total durant la semaine vous faites 40% travailleur autonome, ben là vous proratez vos dépenses à 40% pour le travail autonome. OK. Yacine, bonjour. Transmission refusée, message erreur. Nos dossiers indiquent que vous ne produisez pas une déclaration pour la première fois. Sauf que c'est la première fois que j'ai la personne produire sa déclaration. Faudrait voir le dossier, s'il te plaît, communiquer avec le soutien pour celui-là. Debbie Beaupré, elle a parlé de la maison. Après séparation. Oui, effectivement. Donc ça, vous avez pas. Donc la vente, ok. Donc le transfert ne s'est pas fait à cause d'une résolution de mariage, ok, à cause de la dilution du mariage. Donc dans ce cas-là, vous avez deux tierces personnes qui vendent un avec l'autre. Donc dans ce cas-là, oui, c'est dans l'annexe 3, vous déclarez la résidence principale aussi. Là, c'est ça que vous faites. Et là pour le produit de disposition, ben là, j'assume vous avez échangé de l'argent. Là, j'assume vous avez que votre ex-conjoint vous a remboursé. Pas parce que c'est vous avez vendu à lui. Donc, j'assume que vous avez reçu de l'argent. Donc, le montant que vous avez reçu devient votre produit de disposition, tout simplement. C'est ça. OK. Debbie Deslauriers, la transmission de ma déclaration a été refusée quand mon code d'accès ImpoNet ne correspond pas à vos dossiers. Comment procéder? Si c'est au fédéral, premièrement, le code ImpoNet il se trouve sur votre avis de cotisation, il n'est pas obligatoire d'être utilisé si c'est bien ce code-là que vous parlez. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, communiquez avec le soutien, ils doivent voir la déclaration. Pierre, il donne un message à Monsieur Richard Parent. Il y a un crédit remboursable et c'est un peu contre-intuitif dans le logiciel pour réclamer ce crédit. Demandez au soutien. Notre équipe de soutien travaille fort, ils peuvent vous aider. Ouais. Alors, Camille, un homme et une femme avaient chacun une résidence principale. Ils ont vendu pour acheter une résidence principale ensemble. Doivent-ils aviser le gouvernement? Oui, absolument. Donc, la disposition, il faut la déclarer, même si c'est pas imposable, parce que c'était pour chacun une résidence principale, puis ils peuvent désigner toutes les années pour exempter cette résidence principale. Donc, la réponse est oui. Il faut que chacun fasse une disposition avec le produit de vente, avec le produit de disposition et le coût original. Et après, mais l'achat de la résidence principale, la nouvelle résidence principale, ça, il n'y a pas de déclaration pour celui-là. Mais les deux ventes doivent absolument être déclarées sur leur propre déclaration de revenus. Sinon, vous allez être soumis à des pénalités avec les deux paliers du gouvernement. Donc, absolument, il faut le faire. Donc, okay. c'est notre temps. C'est notre dernière question. Oui, alors, c'est n'oubliez pas, si vous avez des questions, meilleure chose, c'est communiquer avec l'équipe de soutien, aide à impoexpert.ca. Vous allez recevoir un courriel automatisé. Revisez le courriel. Si les solutions proposées
ne répondent pas complètement à vos questions, répondez à ce courriel et donnez plus de détails sur votre situation et si nécessaire, demandez qu'un agent vous rappelle. OK? Il ne faut pas oublier la date la date d'échéance cette année, c'est mardi minuit, vous devez transmettre vos déclarations. Oui, mardi prochain. Alors, notre site web, on a réfléchi notre site web. Allez le voir, allez le consulter. Il y a une panoplie d'informations. Il y a les blogs que Jerry prend le temps de nous écrire. Vous allez trouver des astuces, des aides, aussi un centre d'aide qui remplace notre FAQ, qui est très pratique. On vient toujours savoir une question. On va le répondre après, là. On va vous répondre directement parce qu'on doit partir, là. On va le répondre. On va le répondre dans le chat. OK? On vous répond, Guy, directement dans le chat. OK? On va vous répondre après. Parfait. Alors, as-tu des mots? Le mot de la fin, vas-y, Jerry, on va vous te le donner. Tout simplement, c'est que j'avais mentionné auparavant qu'on avait aussi notre page YouTube. OK? Par exemple, la procédure pour les dents naturelles, j'avais mentionné au Québec. Là, on a la procédure sur notre page YouTube. On a beaucoup de vidéos d'instruction sur notre page YouTube. On fait aussi d'autres vidéos sur différents thèmes, différents sujets fiscaux, en plus d'un balado qu'on offre soit avec Apple, avec Apple Music, ouais, j'allais dire, ouais, je sais pas, je pense que j'ai faim, là. Je pense que j'ai faim, là, pas mal maintenant. Tu sais, 3 entrevues radio puis un Facebook Live, ça va le faire, là, tu sais. Puis finalement, on a aussi des balados qu'on enregistre on enregistre sur différents thèmes, par exemple, les changements fiscaux qui s'en viennent, qui sont là pour l'année en cours, etc. Donc, allez-y, n'hésitez pas sur notre page YouTube. On a aussi des balados directement audio aussi qu'on offre aussi. Et on offre évidemment le Facebook Live. Aimez notre page et vous allez avoir des notifications sur les prochains Facebook Live. C'est notre dernier de cette année, mais sachez qu'évidemment, à chaque année, on offre toujours ces Facebook Live-là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les parcourir. Et notre site web aussi, à impoexpert.ca, on a un blog et on a aussi des FAQ là-dessus, des fois aux questions, dont on répond à plusieurs de vos questions. Parfait. Alors ça conclut notre Facebook Live. Bonne chance tout le monde. On est presque arrivé à la ligne de fin, à la fin. Ouais. Alors, merci beaucoup, Jerry. C'est tellement apprécié prendre le temps de répondre aux questions en direct pour nous. Parfait. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. All right.